L'ordonnance du 17 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. 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 Betaram avait une image de boîte à claques, de lieu de torture. Des générations d'enfants, d'adolescents ont été ravagées. Betaram, pour moi, c'est un camp de redressement soutenu par les institutions. Tous y sont agresseurs, tous ces prêtres directeurs. C'est une institution qui s'est longtemps crue sacrée, intouchable. Au cœur du Béarn, un lieu de pèlerinage et une école catholique à 2 pas de Lourdes. Betaram. L'édifice est imposant, il domine le Gave de Pau. 200 ans d'histoire, mais combien de décennies de sévices, cachés, niés, refoulés. Les fantômes de Betaram ont décidé de parler, sans imaginer les conséquences. Wilfried avait 14 ans quand il a intégré ce pensionnat. Là, on est au plein milieu de ce beau paysage, un calvaire. À 30 km, ils font des miracles. Et là, ils ont fait un enfer. Cet ancien collégien est l'un des derniers à avoir porté plainte. Comme des centaines d'autres, son enfance est morte ici. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais un enfant normal. Je suis ressorti, j'étais un enfant violent. Parce que la violence était devenue pour moi un mode de communication. On se dit, qu'est-ce que je fous dans cet enfer, quoi. C'est pas 2 ans d'internat, c'est 2 ans de prison. Wilfried se souvient des coups, de la peur et des punitions arbitraires. Mais il y a un autre traumatisme dont il n'avait jamais parlé. Il a fallu 33 ans à ce père de famille pour comprendre qu'il a été victime d'attouchement. C'est cette page Facebook qui a tout fait remonter. De cette époque-là, j'ai tout jeté, j'ai tout mis à la poubelle, j'ai tout brûlé. Et il y a 2 mois, quand j'ai discuté avec un camarade, il me dit « Ouais, j'ai l'annuaire, il y a des photos de classe dedans. Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit « Oui, oui, ça m'intéresse. J'arrive pas à avoir de souvenirs de mémoire à ce moment-là. » En voyant les photos, je me dis « Oui, j'y suis bien allé. » Et là, petit à petit, beaucoup de choses remontent. Et l'agression du père Caricard, elle me revient avec les photos qu'on partage du bâtiment à l'intérieur, de l'escalier et de son bureau. Et c'est là où tout remonte. J'ai la chance d'avoir une mauvaise réaction quand ça s'est passé, d'avoir pu le repousser assez violemment, ce qui fait que ça a mis fin Ça a mis fin, on va dire, au fait qu'il pensait que j'étais la victime idéale. Les premières plaintes parviennent à la justice au milieu des années 90. À l'époque, le ministre de l'Éducation est un enfant du pays. On va rapidement aussi se poser la question de la responsabilité institutionnelle, avec un silence qui est pour nous incompréhensible, qu'on n'arrive pas à interpréter, qui est celui de l'élu le plus puissant du Béarn, à savoir François Bayrou, lequel est intriqué avec l'histoire de Notre-Dame de Betaram. Il y a scolarisé ses enfants, sa femme y a enseigné le catéchisme, il était proche de cette institution. Et en 2024, alors qu'un collectif se crée, qu'il y a énormément d'articles qui sont publiés dans la presse régionale notamment, eh bien, François Bayrou est totalement silencieux sur cette affaire. Un silence qui va voler en éclats en février dernier, devant l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Paul Vanier pour le groupe La France Insoumise. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Betaram, victimes de violences pédocriminelles? Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Quand on se plonge dans les archives des années 90, qu'on réinterroge un certain nombre de protagonistes de l'époque,
il est absolument certain que François Bayrou était informé à la fois d'un climat de violence physique et a été informé dès l'époque de l'existence de violences sexuelles au sein de l'établissement. Sous pression, François Bayrou réagit. Il se rend dans son fief de Pau. Il a donné rendez-vous aux victimes, à huis clos. À la sortie, l'émotion est palpable. Monsieur le Premier ministre, entendez comment ça fait mal à chacun de nous retrouver ici pour dénoncer l'omerta. Entendez ces cris indélébiles qui resteront à jamais gravés au fond de nos tripes. Pour la première fois, François Bayrou semble prendre la mesure de l'affaire. C'était bouleversant, purement et simplement l'expression de la vérité de vie, et certaines sans doute ont été brisées. Mais dans ces mots, ni remords ni regrets. Tout ce que je devais faire quand j'étais ministre, et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Mais un culpa, ça veut dire c'est ma faute. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Trop peu et trop tard pour convaincre. La commission d'enquête est lancée. Et cette fois, ce ne sont plus quelques journalistes qui vont entendre les récits glaçants des victimes, mais la France entière, comme prise à témoin de ces voix sous serment, surgies du passé. J'avais des enfants qui étaient écrasés de fatigue, qui de temps en temps, il y en avait un ou l'autre dont la tête tombait sur le pupitre. La première fois où ça vous arrive, ça surprend quand même. Donc j'ai voulu savoir, j'ai interrogé, on m'a dit c'est pas grave, il y a eu des parce que les enfants essayaient de pas trop parler. C'est pas grave, il y a eu des problèmes à l'internat cette nuit, on n'a pas pu dormir. N'empêche que ce genre de problème, ça se répétait avec une fréquence folle. C'est que les enfants étaient mis au garde à vous au pied de leur lit et que ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Françoise Gulung affirme aussi avoir été témoin d'une scène de violence en présence d'Elisabeth Bayrou. Lui est ministre de l'Éducation nationale, elle enseigne le catéchisme. J'entends sur ma gauche, dans une salle, un adulte qui hurlait sur un enfant, qui le cognait, j'entendais les coups. Et venait en face de moi Madame Bayrou, donc bêtement, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle n'a pas compris ce que j'attendais. Ça c'est clair, elle n'a pas compris. Donc, L'enseignante est formelle. Elle a tenté de prévenir directement le ministre. Au tout début 95, j'ai commencé à signaler. J'ai écrit à M. Bayrou. L'infirmière l'avait déjà fait quelques temps avant, sans réponse. J'ai écrit moi aussi, sans réponse. J'ai fait un courrier que j'ai envoyé au tribunal sans réponse. Je suis allée à la gendarmerie et on m'a dit « Oh oui, on sait, on sait ». Ces signalements, François Bayrou les a toujours contestés. Vous voyez bien la mécanique du scandale qu'on cherche. Ces protagonistes, je ne les connais pas, ma femme ne les connaît pas non plus. La professeure affirme aussi qu'à l'époque, le diocèse l'a invitée à se taire. La seule personne qui m'a contactée, c'est un représentant de la direction diocésaine qui m'a convoquée dans un bureau d'une école maternelle de Pau, où il m'a expliqué avec beaucoup de courtoisie, beaucoup d'entre-gens, que d'abord que je déshonorerais ma famille si je... et surtout que si je voulais rester dans l'enseignement catholique, il fallait que j'oublie tout ça. L'institution semble intouchable. Au cimetière de Bétharram, une tombe symbolise cette chape de plomb qui a tenu des années durant sur les pires sévices, celle du père Caricart. De 1987 à 1993, il a dirigé l'établissement. En 1998, un jeune homme révèle ce qu'il a subi à l'âge de 10 ans. Un viol dont le juge d'instruction de l'époque a gardé un souvenir très précis. Auditionné en visioconférence, il a tenu à le décrire en détail devant la commission. Le jour du décès du père de l'enfant, et Caricart donc s'est occupé de l'enfant, est venu le réveiller, l'a amené dans sa salle de douche privée, où il l'a déshabillé, et là, il a essayé de le pénétrer. N'y arrivant pas, car l'enfant réagissait instinctivement,
il a introduit son sexe dans la bouche de l'enfant et a éjaculé dans la bouche et sur le visage de l'enfant. Mais le père Caricart ne répondra jamais de ce crime. Dès la fin de sa garde à vue, selon le gendarme qui enquêtait, le juge Mirande lui aurait parlé d'une anomalie dans le déroulement de l'affaire. Monsieur Mirande m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit « Monsieur Hontan, la présentation est retardée. Le procureur général demande à voir le dossier. Il y a eu une intervention de Monsieur Bayrou. » Des propos dont le juge affirme ne pas se souvenir. Il se souvient très bien, en revanche, de la visite à son domicile de François Bayrou. En 1998, il n'est plus ministre, mais député et président du Conseil général. Il avait une grande inquiétude au regard de son fils Calixte, qui était élève à Bétarame. En tout cas, le sujet principal était bien Bétarame et les faits commis par Caricart, qui pour moi était déjà bien établi, révoltant et même voire ignoble, ce que je n'avais pas caché à M. Bayrou, voilà, et qui n'arrivait pas à le croire. En 1998, après 15 jours de prison, le père Caricart a obtenu l'autorisation de rejoindre le Vatican à Rome. Il s'y suicide 2 ans plus tard. Les poursuites pénales sont abandonnées. Parmi tous les agresseurs présumés de Bétarame, un seul a été incarcéré. La prescription, voilà. C'est une des choses qu'aujourd'hui on demande à changer. Parce que nous, la douleur, c'est toute notre vie. Faut qu'il paye. Celui qu'on surnomme Cheval, qui est le pire des tortionnaires, lui, c'est celui qui est visé par le plus de plaintes. Il y en a 70 qui le concernent. Et il est sauvé par la prescription. Ce qui est totalement injuste, inacceptable pour les victimes. Je pense notamment à Olivier, qui a gardé en tête le nombre de semaines où il a été violé par cet homme. 71 semaines consécutives. Pour chasser les fantômes, il faudra plus que des mots. 203 plaintes ont été déposées à ce jour par des anciens de Bétarame. Seules 2 d'entre elles concernent des faits non prescrits.